De nos jours, les pays, les cultures n'ont jamais été aussi connectés. Science, philosophie, histoire, art, technologie, tout ou presque s'échange ou se transmet, permettant au savoir de progresser partout dans le monde. Néanmoins, ce ne fut pas toujours le cas, et durant l'histoire de l'humanité, certaines villes entreprirent le rêve fou de devenir l'épicentre de la culture et de la science. De Santorin à Bagdad, du Machu Picchu à Alexandrie, découvrons ensemble quelques lieux qui ont marqué l'histoire. Strongylé, Callisté, la Circulaire ou encore Terra, que de noms pour qualifier l'île méditerranéenne qui porte aujourd'hui le doux nom de Santorin. Cette île volcanique, rattachée à la Grèce en 1840, a été habitée dans l'Antiquité par les Minoens. Et c'est d'ailleurs durant cette période que l'île, bien plus vaste qu'elle ne l'est actuellement, devint un lieu de passage obligé pour qui voulait commercer avec la Crète, les Syriens ou les Égyptiens. On s'y échangeait du vin, de l'huile, du safran, mais aussi du miel au vu de la découverte récente de la plus vieille ruche de la civilisation grecque. Cette situation géographique favorisa grandement le développement de la ville et de sa société, qui devint forte d'un immense savoir. En 2000 avant notre ère, la ville où il fallait absolument être est sans aucun doute la ville d'Akrotiri, au sud de l'île. Selon les historiens, cette ville aurait pu compter entre 1500 et 9000 habitants, et aurait bénéficié de grandes prouesses technologiques comme un système de voirie publique, un réseau d'égouts et des bâtiments à plusieurs étages. D'ailleurs, les maisons disposaient de salles de bain à l'étage, reliées aux égouts par un système de tuyaux en terre cuite. Malheureusement, nous ne savons pas encore tout sur la ville d'Akrotiri, car après 40 ans de fouilles, seulement 2 hectares ont été dégagés, et il semblerait que la surface de la ville s'étende bien au-delà. Ce rayonnement culturel, commercial mais aussi technique qui caractérisait l'île de Santorin dans l'Antiquité n'est pas sans rappeler une ancienne légende bien connue, celle de l'Atlantide. En effet, dans ses œuvres Timée et Critias, Platon nous décrit l'île de l'Atlantide comme une île riche et prospère, accueillant des bateaux venant du monde entier, et dont la puissance et la technologie n'avaient d'égal que sa splendeur. L'histoire nous conte que les rois, devenus avides, ne cherchaient qu'à augmenter leur puissance et leur richesse, et tentèrent d'asservir Athènes. La légende dit alors que Zeus décida de les punir, ainsi que tous les habitants de l'île, en provoquant d'énormes tremblements de terre et des cataclysmes terrifiants. L'île se retrouva alors engloutie par les flots et disparut à jamais. À Santorin, l'histoire n'est pas si différente. On sait aujourd'hui que la ville est située sur un arc volcanique au milieu de la mer Égée. Arc qui est le résultat de la tectonique des plaques africaines et eurasiennes. C'est une zone particulièrement instable et propice aux tremblements de terre. Les recherches archéologiques nous ont permis d'établir que la population en était tout à fait consciente. C'est pourquoi nous avons pu trouver des traces de reconstruction dans la ville d'Akrotiri, où de vieilles pierres avaient été utilisées dans l'aménagement de nouveaux espaces. Les rez-de-chaussée dévastés furent transformés en caves, et les rues abîmées furent rehaussées. Vers 1500 avant notre ère, on sait qu'une éruption volcanique, dite éruption minoenne, détruisit une grande partie de l'île. L'explosion projeta des cendres et des pierres jusqu'à 900 km au sud de l'île, et 2 tiers de celles-ci furent engloutis par la mer. Les archéologues n'ayant pas retrouvé de traces de bijoux, d'ossements humains ou de vivres, cela laisse supposer que la population, alertée par quelques tremblements de terre, avait eu le temps de quitter les lieux. Alors bien sûr, il ne s'agit là que d'une version de la localisation de l'Atlantide, et il en existe d'autres. Mais qui sait ? À l'autre bout du monde, en 1440, un site majestueux fut construit. Il s'agit de la création urbaine la plus stupéfiante des Incas, le Machu Picchu. Au milieu de la forêt tropicale, des montagnes escarpées et à plus de 2400 mètres d'altitude, la cité était constituée de 284 habitations pouvant en moyenne accueillir 4 personnes, situant la population globale du Machu Picchu à environ 1200 personnes. On peut également trouver sur les lieux un centre religieux, un espace astronomique et des terrasses agricoles. Le site archéologique est très bien conservé, a pu nous révéler l'existence d'un immense réseau de routes et de sentiers, mais aussi d'une gestion extraordinaire de l'eau destinée à la consommation et à l'irrigation des terres. En effet, durant la construction du site, plusieurs questions durent se poser. Comment éviter les glissements de terrain ? Comment irriguer les terres et surtout comment s'approvisionner en eau potable. On sait aujourd'hui que les Incas ont utilisé une source située sur une colline au nord du Machu Picchu. Grâce à un système de récupération des eaux de pluie, ils réussirent à augmenter la production de cette source. Afin de faire parvenir l'eau jusqu'au sommet de la ville, les ingénieurs ont construit un canal long de 749 mètres de long et d'un dénivelé de 3% reliant directement la source au Machu Picchu. Pour distribuer l'eau à l'intérieur de la ville, ils divisèrent l'arrivée d'eau en 16 sources, la première source passant directement dans la résidence de l'empereur. Les sources d'eau potable distribuaient en moyenne 25 litres d'eau par minute, mais certaines pouvaient aller jusqu'à 100 litres d'eau à la minute.
Impressionnant, hein? Cependant, même si nous en avons beaucoup appris sur le site et ses technologies, le mystère reste entier. En effet, nous ne savons toujours pas à quoi servait ce lieu, et nous ne le saurons peut-être jamais. Plusieurs théories existent. L'une d'elles serait que la ville était en fait habitée par les Vierges du Soleil. Ces femmes étaient choisies parmi les plus belles de la société pour être sacrifiées, ou offertes en tant qu'esclaves sexuelles, au dieu Soleil, autrement dit l'empereur Inca. On raconte même que si ces femmes étaient surprises au lit avec un autre homme, elles étaient condamnées à être enterrées vivantes. Et leurs amants aussi. Cette théorie est étayée par le fait que sur les 135 momies découvertes sur le site, 109 squelettes, soit à peu près 80% des ossements, correspondraient à ceux de femmes. Une autre hypothèse fait du Machu Picchu une citadelle aux fonctions défensives. En effet, protégé par des douves et un mur d'enceinte, le site est difficilement assiégeable. Mais la présence d'édifices religieux et l'importance agricole du site nous font douter de cette théorie. En effet, l'agriculture avait une place très importante sur le site, et jusqu'au XXe siècle, dans la partie basse de la ville, on put cultiver des pommes de terre, du maïs et d'autres légumes. Quand les récoltes étaient bonnes, le Machu Picchu était en capacité de nourrir jusqu'à 10 000 personnes. Se pose alors une autre question. Pourquoi la ville fut-elle retrouvée en ruine, abandonnée, alors que les Incas avaient à leur disposition toute la nourriture nécessaire et de l'eau jusqu'à plus soif ? Située en zone humide infectée d'insectes, on peut penser que des maladies se propagèrent, comme la malaria, ce qui poussa les habitants à s'éloigner du site. On peut aussi penser qu'à la mort du dirigeant, la citadelle fut fermée, ou qu'un groupe d'Amazoniens rivaux, les Antilles, décimèrent les Incas. Ces hypothèses sont toutes envisageables. Néanmoins, il est fort probable que ça soit l'arrivée des conquérants espagnols et la guerre civile des Incas entre 1531 et 1532 qui eut raison du Machu Picchu. Avant d'être au centre de troubles profonds qui agitent aujourd'hui l'Irak, Bagdad fut au cœur du rayonnement culturel et scientifique du monde arabe. On la confondra d'ailleurs souvent avec Babylone. Fondée aux alentours du 8e siècle, sa construction demanda l'effort de presque 100 000 personnes durant pas loin de 4 ans. À l'origine, la ville formait un immense rond protégé par 2 lignes de remparts et un grand fossé large de 20 mètres. Néanmoins, le développement très rapide de la ville lui fit perdre son aspect originel. Désignée comme capitale en 750 de l'empire abbasside, qui s'étendait sur tout le Moyen-Orient, la ville de Bagdad est considérée, avec la ville de Xi'an en Chine, comme une des premières villes de l'histoire de l'humanité à avoir atteint le million d'habitants. Et ce n'est pas vraiment étonnant quand on voit la liste de ses atouts. La ville était tout d'abord le centre fiscal et administratif de l'Empire, centralisant les impôts et la gestion de la poste impériale. Sur le plan religieux, le calife qui vivait au centre de la ville faisait foi d'autorité suprême en cas de contentieux dans le domaine juridique islamique. Bref, jusqu'au Xe siècle au moins, la majorité de l'Empire musulman sera gouvernée depuis Bagdad. La ville était située sur le fleuve du Tigre et reliée par des canaux à l'Euphrate, ce qui lui permit d'ouvrir des voies fluviales vers la Chine, l'Inde, l'Afrique, la Méditerranée, mais aussi des voies terrestres vers l'Europe chrétienne, la Bulgarie ou encore Constantinople. Une route commerciale fut même ouverte avec la Scandinavie pour le commerce des peaux et des fourrures. Sur le plan commercial, la ville était donc au cœur des échanges, et sur le plan économique, elle n'était pas en reste. Pratiquant l'esclavage de manière intensive, cela lui permit de se construire une industrie forte, notamment dans les domaines du cuir, du papier, des cristaux, de la soierie ou encore de la cotonnade. Toute cette richesse permit à la ville de continuer son développement. Dans un même temps, Bagdad deviendra un des hauts lieux de la science et de la culture, attirant des savants et des intellectuels venant de tout l'Empire pour participer à cette formidable aventure. En 832 fut fondée la première Maison de la Sagesse, un terme désignant de grandes bibliothèques où les savants pouvaient traduire les ouvrages. Cette dernière était spécialisée dans l'accumulation d'ouvrages grecs, perses et arméniens. Elle participa grandement à la préservation des savoirs déjà acquis et à la rencontre de savants venus des 4 coins du monde. Philosophes, mathématiciens, historiens, astronomes, tous se réunissaient pour échanger, pour débattre, transmettre et faire progresser la science dans tout l'Empire. De nombreuses écoles virent le jour permettant de former des juges et des savants religieux. Même quand le pouvoir politique se trouva affaibli, ce qui fut le cas à partir du Xe siècle, la capitale continua de rayonner culturellement et économiquement. Cela n'empêcha pas pourtant des conflits d'éclater comme au XIe siècle, entre chiites et sunnites, ou entre pauvres et riches, ces derniers étant assez vulnérables pendant cette période. De plus, une série d'inondations et d'incendies ravagèrent une partie de la ville, mais celle-ci tenut bon, en tout cas jusqu'au XIIIe siècle.
Le 10 février 1258, après 20 jours de siège, les Mongols qui envahissaient le territoire pénétrèrent au cœur de la ville, commençant les pillages et les massacres. Des quartiers entiers de Bagdad furent détruits, près de 100 000 personnes massacrées, et la fameuse Maison de la Sagesse fut dépouillée de ses ouvrages qui furent tout simplement jetés au fond du Tigre, ce qui provoqua la perte de nombreux ouvrages artistiques, scientifiques, littéraires de l'époque. Suite à cet épisode, les géographes qualifieront la ville de Bagdad de ville en ruine. Elle renaîtra de ses cendres quelques siècles plus tard, après diverses attaques, devenant la capitale de l'Irak avec à peu près 7 millions d'habitants. Alexandre le Grand fut sans aucun doute le plus grand conquérant que la Terre ait jamais connu. En moins 343, alors qu'Alexandre n'a que 13 ans, Aristote fut désigné pour être son professeur. Le philosophe suivra le jeune homme pendant 3 ans et aura une immense influence sur sa vie et sur sa ligne de conduite. Il verra en lui un futur conquérant capable d'unifier la Grèce et de faire rayonner leur culture à travers tout le bassin méditerranéen. Alexandre se révéla un élève extrêmement doué, mais aussi un jeune homme très précoce qui prit la régence de son pays à l'âge de 16 ans quand son père était absent. En moins 336, il devint roi et se lança dans ses fameuses conquêtes. C'est lors de ces conquêtes qu'il fonda de nombreuses cités, 70 environ, et parmi ces cités, environ 32 portaient le nom d'Alexandrie. De nos jours, nous connaissons surtout celle qui fut la plus grande et la plus rayonnante culturellement et scientifiquement. En moins 332, alors âgé de 24 ans, Alexandre décidera de créer une immense ville en Égypte. Les Égyptiens la qualifièrent d'ailleurs d'Alexandrie près de l'Égypte, car elle n'était ni sur le Nil, ni dans le delta, mais un peu à l'ouest de celui-ci, sur une bande de terre séparant la mer Méditerranée d'une lagune. La région dans laquelle fut érigée Alexandrie était appelée le pays des bergers, composé principalement de marais, ayant mauvaise réputation due à ses habitants un petit peu hostiles et souvent qualifiés de brigands. Si la position de la ville fut révélée à Alexandre par un rêve, nul doute que l'intérêt géographique et stratégique de l'endroit y était pour beaucoup. La légende raconte que le roi dessina seul les plans de la ville, mais qu'occupé par les préparatifs de la conquête perse, il délégua la construction. Mettant en application les enseignements de son maître Aristote, la ville fut bâtie en damier avec des rues très larges, parfois jusqu'à 30 mètres, orientées dans le sens du vent pour rafraîchir ses habitants. Plus tard, la ville sera reliée à l'île de Pharos, juste en face de la côte, où le phare d'Alexandrie, une des 7 merveilles du monde antique, fut érigé. Néanmoins, il fallut attendre la mort d'Alexandre en moins 323 pour que la ville connaisse vraiment son essor et se développe rapidement. À sa mort donc, son empire fut divisé en plusieurs grandes parties, et Ptolémée, un de ses plus célèbres généraux, reçut l'Égypte en héritage. Il fit de la ville la capitale de l'Égypte, qui sera une des villes les plus peuplées du bassin méditerranéen, avec environ 50 000 résidents venus de tout horizon. Des Égyptiens, des Juifs, des Syriens, et une minorité gréco-macédonienne. Progressivement, la ville devint un haut lieu de la culture et de la science. Un musée fut construit, véritable centre de recherche où étaient conviés les savants du monde entier, qui étaient rémunérés pour effectuer leurs recherches et faire progresser la science. On mit même à leur disposition des appartements, une cantine, un parc zoologique et botanique. La ville était en plein bouillonnement culturel et de nombreuses écoles furent créées, notamment en mathématiques et en philosophie, permettant au passage des progrès en médecine, en astronomie et dans plein d'autres domaines. De grands noms tels qu'Archimède ou Euclide y résidèrent même. Bref, Alexandrie, c'était la ville qui bougeait. Et ce qui participa grandement à cet essor, car je n'en ai pas encore parlé, c'est bien évidemment la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Créée par Ptolémée Ier, elle fut enrichie et développée par ses successeurs. La bibliothèque avait l'ambition de réunir tous les livres de tous les royaumes de toute la Terre. Pour cela, les différents directeurs de l'édifice demandèrent à tous les rois de tous les pays de leur envoyer des ouvrages pour garnir leurs étagères. Une véritable armée d'intellectuels et de savants se mit en marche pour accumuler les ouvrages, mais aussi pour les traduire en grec. On raconta par exemple qu'un groupe formé de 6 représentants des différentes tribus juives s'enferma sur l'île de Pharos pour traduire la Bible en 72 jours à peine. La bibliothèque décida également de mettre les petits plats dans les grands en faisant la traque des collections privées, n'hésitant pas à proposer de l'argent contre des écrits, achetant par exemple la bibliothèque personnelle d'Aristote. D'autres méthodes plus originales furent mises au point pour collecter ces livres, comme une taxe portuaire, qui consistait à prendre tous les livres à bord d'un navire, à les apporter à la bibliothèque d'Alexandrie, afin que ceux-ci puissent en faire une copie. À son apogée, la bibliothèque aurait recueilli pas moins de 700 000 ouvrages. Le bibliothécaire Callimarque de Cyrène tenta de classifier toutes ces sources par ordre alphabétique et par genre. Il rédigea quelques 120 rouleaux, ce qui ne couvrait guère qu'un cinquième de la collection, mais qui permit d'avoir un échantillon assez large de ce que représentait la bibliothèque.
C'est à partir de cette époque que les choses se corsèrent pour la bibliothèque. Les rois étaient de plus en plus décadents et on nomma même un militaire au poste de bibliothécaire. Vers -145, Ptolémée VIII expulsa même des intellectuels et des savants qui partirent avec quelques ouvrages. Durant ce même siècle se développa en Turquie la deuxième plus grande bibliothèque du monde antique, celle de Pergame, qui comptait près de 200 000 ouvrages. On estima que la concurrence entre les deux bibliothèques était rude, Pergame n'hésitant pas à de nombreuses reprises à falsifier des documents, voire à créer des faux pour compléter sa collection. Cette nouvelle bibliothèque était fondamentalement différente de la bibliothèque d'Alexandrie. Ces intellectuels s'intéressant davantage à l'interprétation des anciens textes sous toutes ses formes, alors qu'à Alexandrie on s'intéressait surtout au lexique et au recoupage d'informations, n'hésitant pas à occulter les passages qui semblaient un peu trop obscurs. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque d'Alexandrie retrouva un souffle en -86 quand les Athéniens arrivèrent fuyant leur ville mise à sac par les Romains. À la suite de ces événements, les traces historiques deviennent floues. Si certains historiens considèrent que la bibliothèque brûla en -45 lors de la campagne de César en Égypte, d'autres, tout en ne réfutant pas son existence, minimisent son impact, et disent que l'incendie n'a détruit qu'une partie de l'édifice.